BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Ça y est, les premiers sont partis. Ceux qui avaient précommandé le fameux Ledger Stacks il y a un an vont bientôt le recevoir. C'est le tout dernier produit de Ledger, la licorne française, leader mondial de la sécurisation des actifs numériques. On en a même un en plateau que nous a apporté Charles Guillemet. Bonjour Charles. Bonjour Henri. CTO chez Ledger, on en parle dans quelques instants. Vous nous expliquez en quoi cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans l'adoption des actifs numériques. En parlant d'adoption, on le voit ces derniers jours, la crypto se fait une place en politique, en tout cas aux États-Unis, mais elle s'en fait une aussi auprès des conseillers financiers. Autrefois réticents, les acteurs de la finance traditionnelle considèrent aujourd'hui cette nouvelle classe d'actifs comme une candidate légitime dans une diversification patrimoniale. On en parle aujourd'hui avec Édouard Béliard. Bonjour. Bonjour, responsable du développement et de la distribution chez Meria. Vous avez co-rédigé notamment un rapport avec Hawk Invest et de nombreux acteurs de l'industrie sur le sujet. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du point marché avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, qui est en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Amaury. Xavier, moins 4% sur une semaine pour le Bitcoin. C'est calme. Trop calme peut-être, tendance neutre aujourd'hui. Le Bitcoin calme pour le moment autour des 68 500 $. On attend des chiffres d'inflation vendredi du côté des États-Unis et aussi en Europe. Est-ce que ça pourrait réveiller le marché ? Alors c'est vrai que ça fait 3 mois que Bitcoin même traîne entre 73 000 et 60 000 $. Alors c'est vrai, il faut s'armer de patience ou alors travailler finalement entre ces bornes si on est actif, plutôt acheter en bas dès qu'on s'approche des 60 000 $, revendre un peu plus haut proche des 72 000 $ et recommencer. Et finalement, pour répondre à votre question, en fait, cette grosse phase de latéralisation est plutôt une chose positive puisque ça permet de renforcer les fondations, autrement dit les supports. On garde toujours en tête la lame de fond positive, la tendance primaire haussière qui a eu lieu finalement en 2 temps, 90% de hausse entre fin janvier et début mars, après avoir gagné 90% là encore entre mi-septembre et début janvier. Donc Bitcoin grimpe par étage progressivement et après avoir passé il y a 2 semaines ce petit cap à très court terme des 65 000 $, il reste maintenant le gros morceau des 73 000 $, les ATH qu'on a fait au mois de mars, à passer pour libérer là un nouveau potentiel et viser, pourquoi pas, les fameux 100 000 $ que tout le monde attend. Donc pour moi, c'est plutôt ambiance positive depuis 9 mois déjà, même si oui, on a des oscillations horizontales de plusieurs mois qui semblent interminables. Et on a même eu un sursaut positif depuis 2 semaines qui finalement permet d'être positif à court terme, en tout cas tant qu'on tiendra les 65 000 $. Merci beaucoup Xavier Fenot, on va suivre tout ça cette semaine et je le disais au début, notamment des chiffres de l'inflation très attendus en fin de semaine. Merci Xavier, associé chez Interactive Trading. Bonne journée. Bon, aujourd'hui est un grand jour, notamment cette année les 10 ans de Ledger et en plus c'est officiel ce matin, les premiers Ledger Stacks, Charles Guillemet, votre dernier produit chez Ledger, ont été envoyés aujourd'hui. Ceux qui l'avaient précommandé il y a un an vont le recevoir dans quelques jours. Est-ce qu'on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui nous suivent à la télé ? Donc il y a un écran tactile, déjà juste d'un point de vue externe, quelle est la différence avec le premier produit de Ledger ? Les fameux, ceux que vous aviez sortis précédemment. Les Ledger Nano S, S+, et X. Donc là, aujourd'hui, on a conçu ce produit, on l'a annoncé il y a en effet quelques mois. On a des précommandes qui ont eu lieu et on commence à les livrer, effectivement. C'est ce qu'on a annoncé ce matin. Et donc, ce nouveau design, c'est un design qui a une forme de carte bancaire, qui a le même format, un petit peu plus épais, avec un écran e-ink. Donc ça, en fait, c'est un écran. Donc une carte bancaire un peu plus épaisse et on voit qu'il y a un écran du coup qui est tactile, c'est ça, on voit pour ceux qui nous suivent à la télé. C'est un écran e-ink tactile. Et en fait, quand on regarde l'évolution des cryptos, au début, posséder des cryptos, c'était surtout envoyer et recevoir. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que quand on possède des cryptos, on peut les utiliser pour faire différentes choses. On peut faire du staking, on peut faire obtenir des rendements sur certains protocoles, on peut interagir avec des NFT, avec des protocoles plus ou moins complexes. Et en fait, on se rend compte que pour comprendre les interactions qu'on fait avec ces cryptos, on a besoin d'un plus grand écran pour comprendre les interactions qu'on va faire avec la blockchain. Et donc, c'est de cette idée-là qu'on a conçu cet équipement, ce device, qui a les mêmes propriétés de sécurité que les anciens, les Nano S et X, mais avec une expérience utilisateur qui est bien meilleure. Donc, cet écran e-ink est tactile. Ça permet de faire plus de choses que, alors on voit, c'est le même niveau de sécurité, vous venez de nous le dire, mais est-ce que ça permet de faire plus de choses que les produits précédents ? Ou alors juste ça simplifie davantage
l'expérience utilisateur, ou les deux peut-être? La principale avancée, c'est effectivement l'expérience utilisateur. On a un plus grand écran qui permet d'afficher plus de choses, une expérience avec du touch. Après, la capacité de l'équipement et le secure element qu'il y a dedans, etc., on est basé sur la même architecture de sécurité. Et donc, on peut loader différentes applications. Bitcoin, c'est une application, Ethereum, c'en est une autre. On supporte des milliers d'assets différents. Et on met aussi pas mal l'accent sur la partie identité. En fait, c'est un device de sécurité. Donc, un use case, le use case principal, c'est vraiment d'utiliser pour sécuriser ces cryptos, envoyer, recevoir, interagir avec des protocoles blockchain. Mais on peut aussi l'utiliser pour d'autres applications de sécurité, comme s'authentifier sur un site ou un autre. Notamment, on a développé une application qui s'appelle Security Key, qui implémente différents protocoles comme FIDO. Et ça permet de faire du passkeys, par exemple. Passkeys, c'est un des protocoles qui va remplacer les mots de passe. On se rend compte que les mots de passe, c'est un petit peu une technologie du passé. Les humains sont très mauvais à la fois pour générer des mots de passe de qualité et aussi pour s'en souvenir. Et souvent, ils utilisent les mêmes mots de passe qui ne sont pas suffisamment complexes, etc. Donc, c'est vraiment les mots de passe, c'est vraiment une technologie qui doit disparaître. Et une façon de les faire disparaître, c'est d'utiliser de la cryptographie asymétrique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on peut utiliser cette cryptographie asymétrique et on l'implémente à l'intérieur de cet équipement. Et ce qui fait que demain, on pourra se connecter sur Twitter, sur son compte Google. Bon, en fait, vous êtes en train de nous dire que la prochaine étape, c'est un téléphone portable. C'est quoi, c'est un smartphone? Donc là, on n'est pas encore dans un. Non, mais on s'en rapproche parce que finalement, là, vous nous dites que bon, avant, ça servait à sécuriser. Là, il y a toujours le même niveau de sécurité que de sécurité. Là, en plus, il y a un écran. On peut faire plus de choses, ou du moins, en tout cas, au niveau de l'affichage, c'est plus simple. Et là, vous nous dites qu'on peut même se connecter à nos réseaux sociaux en mettant nos mots de passe ou en les créant avec cet appareil-là. Là, on tend vers ça finalement. Alors aujourd'hui, on a besoin donc là, c'est vraiment un device compagnon. Donc c'est un deuxième device qu'on utilise avec son téléphone ou avec son ordinateur. Et aujourd'hui, on aimerait avoir une expérience unifiée, mais la problématique qu'on a, c'est que les téléphones portables, ils sont pas du tout designés pour la sécurité. Il y a tout un tas d'applications qui font tout un tas de choses, des jeux, de la connectivité, etc. Et ça, c'est pas vraiment compatible avec avoir implémenté de la sécurité. Donc c'est pour ça que nous on pense aujourd'hui qu'il y a besoin d'avoir un second équipement, un second device qui est en charge seulement de la sécurité, pendant que le téléphone est en charge de toute la partie applicative, les jeux, les connexions aux réseaux sociaux, etc. Donc c'est pas en projet de tout mettre au même endroit. Pour vous, il faut vraiment un appareil qui est consacré à la sécurité, à l'interaction avec ces cryptos, avec certains protocoles, etc. et un autre. Voilà, tout simplement un smartphone qui, là, aurait Exactement. d'autres... Aujourd'hui, c'est pas possible, en tout cas, d'utiliser les smartphones pour avoir le niveau de sécurité suffisant pour à la fois sécuriser son identité et aussi, et encore moins, disons, sécuriser ses cryptos. Bon, et c'est drôle parce que vous êtes associé à Tony Fadell, le père de l'iPod. Pourquoi vous êtes allé le chercher finalement? C'est que lui dit, d'ailleurs, que... où est-ce que j'ai sa citation? En fait, il comparait l'iPod, en fait, le moment où il a fait... Voilà, il dit, les crypto-monnaies et les NFT avant LedgerStack étaient comme les MP3 avant l'iPod. Il était complexe de les gérer. J'ai conçu l'expérience LedgerStack pour permettre à chacun de gérer facilement ses actifs numériques. Donc, pour lui, il compare ça à la phase avant l'iPod au niveau de la musique. On peut comparer différentes révolutions. Effectivement, si on regarde la révolution qu'on a autour des cryptos, à chaque fois qu'on arrive à concevoir des nouvelles expériences, ça rend l'utilisation des cryptos, etc., beaucoup plus facile. De la même manière qu'à l'époque, l'iPod a été une petite révolution pour la musique digitale. Et donc, on a travaillé avec Tony Fadell, qui a travaillé beaucoup sur l'aspect justement design et l'aspect expérience utilisateur, pendant que Ledger et les équipes R&D ont vraiment apporté tout le savoir-faire de sécurité, d'architecture et de logiciel. Et est-ce que c'est plus simple à utiliser pour des personnes qui seraient plus novices dans les cryptos? Est-ce que c'est ça aussi l'idée qu'il y a derrière? Parce que certaines critiques, entre guillemets, qu'on a pu voir par rapport au précédent produit de Ledger, c'était le fait que ce soit très sécurisé,
mais que ce soit pas forcément simple pour tout le monde. Voilà, d'utilisation, d'avoir sa seed phrase, de la créer, de la retenir, de la protéger. Là, c'est plus simple. Ça va vers de la démocratisation pour le plus grand public. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Nous, on vient vraiment du monde de la sécurité et on pense que on va réussir seulement si on a la sécurité et le ease of use, donc la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, gérer ces cryptos, ça reste encore un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Bon, ça c'est normal. De la même manière que quand au début d'Internet, il y avait tout un tas de nouvelles choses à comprendre, etc. Maintenant, il y a à la fois les utilisateurs qui ont mieux compris les enjeux d'Internet et comment ça fonctionne, mais il y a aussi le fait que pendant toute la révolution d'Internet, on a créé des équipements qui rendaient l'expérience utilisateur beaucoup plus simple. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est à la fois améliorer l'expérience utilisateur et fournir les outils aux gens pour qu'ils comprennent un peu mieux leur expérience avec les cryptos. Et là, vous visez des particuliers principalement avec ce produit ? Donc LedgerStacks, il est destiné principalement aux particuliers. Pour autant, on a aussi une offre B2B pour les institutions financières qui veulent gérer leurs cryptos, qui veulent faire de l'autogarde, la self-custody. Mais la grosse différence pour les institutions financières, c'est qu'il n'y a pas une personne qui doit avoir accès à l'ensemble des fonds de la société. Donc on veut éviter ce genre de choses, donc elles vont implémenter ce qu'on appelle de la gouvernance, c'est-à-dire un ensemble de règles qu'elles vont définir elles-mêmes pour accéder et gérer ces cryptos. Elles vont par exemple dire que tel groupe de personnes a accès à tel compte et que pour faire une transaction de plus de 5 bitcoins, il va falloir 5 approbations parmi 7, etc. Donc ça, c'est notre produit B2B. Et dans la suite, ce qu'on va faire, c'est utiliser ces device stacks donc, comme device d'authentification et d'approbation sur notre plateforme B2B Ledger Vault. Bon, Édouard Belliard, responsable du développement et de la distribution chez Meria. Rebonjour. On le voit, les cryptos redeviennent tendance depuis quelques mois. Les gens s'y intéressent de plus en plus et naturellement, eh bien, les conseillers financiers aussi. Et ça a été le cas en 2020-2021 lors du précédent cycle. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci ? Alors effectivement, ça a déjà été le cas lors du dernier cycle. On avait les premiers CGP et conseillers d'investissement financier qui étaient un peu les précurseurs, on va dire, de ce domaine-là et qui commençaient à s'y intéresser parce que poussés par leurs clients déjà à l'époque sur la nécessité de se diversifier sur cette classe d'actifs. Ce qui a changé, je pense, depuis cette période-là, finalement, c'est l'écosystème tout entier, c'est l'aspect réglementaire, c'est aussi les acteurs de ce marché qui se sont professionnalisés pour justement répondre à ce besoin-là, puisque jusqu'ici, on va dire que le public qui est adressé, donc était un public exclusivement finalement surtout retail et puis surtout de connaisseurs de l'écosystème crypto, mais on n'avait peut-être pas les codes qui sont aujourd'hui indispensables pour adresser finalement les acteurs de la finance traditionnelle, donc avoir des produits qui leur parlent, des offres qui leur parlent et qui peuvent intégrer facilement dans leur process, mais aussi voilà une réponse patrimoniale à leurs clients avec notamment une gestion qui est davantage gérée par des professionnels et le fait qu'ils ne soient pas tout seuls justement pour interpréter cette nouvelle classe d'actifs. On le voit, le secteur se démocratise avec l'exemple, par exemple Ledger qui innove et qui essaie d'avoir des produits de plus en plus grand public qui soient utilisables par le nombre de personnes le plus important. On voit ces derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses. On voit qu'il y a des grands acteurs de la finance traditionnelle et pas des moindres, notamment BlackRock, qui rentrent sur ce marché, qui changent complètement d'opinion sur ce marché-là. En plus, on le voit plus récemment ces derniers jours, la politique s'y met, notamment aux États-Unis. Maintenant, c'est devenu carrément un sujet de campagne. Quand il y a des BlackRock, par exemple, qui s'y mettent aux États-Unis, est-ce que c'est plus facile pour vous de démocratiser ce secteur-là, cette nouvelle classe d'actifs au sein des conseillers financiers traditionnels ? Alors effectivement, ça apporte une légitimité, et une légitimité assez importante, bien que, j'aime à le rappeler, les produits ETP existaient déjà en Europe avant l'arrivée des ETF, mais il est vrai que l'adoption américaine est souvent beaucoup plus importante. Et c'est vrai, donc on a eu le premier sujet en début d'année avec l'ETF sur le Bitcoin, qui a eu un départ absolument remarquable en termes de collecte au niveau des 11 ETF qui existent aujourd'hui. Et puis on a eu la nouvelle la semaine dernière de l'approbation de l'ETF sur l'Ether, alors qui est un peu différent de celui de Bitcoin, puisque
puisque c'est la première étape finalement donc, sur justement l'adoption et qui va passer par ensuite une autre analyse justement avant d'être accepté justement au trading. Pour l'instant, c'est que la cotation. Mais on remarque effectivement que du côté, de l'autre côté de l'Atlantique, effectivement, c'est en train de changer considérablement et il y a une adoption qui se fait de plus en plus importante. Et on l'a vu, comme vous l'avez dit, au niveau aussi de la loi, donc FIT 21, qui est passée à la Chambre des représentants et qui est, je crois, débattue au Sénat incessamment sous peu. Bon, et vous avez aussi sorti un rapport co-rédigé avec Hawk Invest et voilà, de nombreux acteurs de l'industrie y ont participé. Il y a aussi des CGP qui témoignent dans ce dossier, voilà, qu'on peut voir à l'écran si vous nous suivez à la télévision. Intégration des cryptos à la gestion de patrimoine, voilà, de la théorie à la pratique. Effectivement, avec ce dossier-là, c'est quoi? C'est un peu un guide pour les conseillers en gestion de patrimoine qui voudraient s'y mettre à la crypto? Exactement. En fait, c'était vraiment notre volonté, c'est la concrétisation de 2 années où on a vraiment avancé de manière significative avec les CGP. L'idée étant de leur apporter évidemment de l'information, une information claire et surtout valable, parce qu'on trouve aujourd'hui de tout et son contraire lorsqu'on fait ses recherches soi-même. Donc l'idée, c'était vraiment d'offrir un dossier le plus exhaustif possible sur des chiffres clés déjà sur ce marché-là, sur l'adoption, mais aussi sur la marche à suivre, on va dire, pour les conseillers en gestion de patrimoine et comment est-ce qu'ils peuvent accompagner leurs clients sur l'adoption justement de cette classe d'actifs au sein d'une stratégie patrimoniale. Et donc c'est vrai que ce projet-là, on l'a construit avec différents acteurs de la finance traditionnelle, avec des CGP qui nous font confiance depuis le début, avec aussi des représentants des principales chambres, l'ANACOFI, la CNCGP et d'autres acteurs avec qui on a des liens relativement importants depuis ces dernières années. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de leur apporter un maximum de réponses, de leur apporter un guide des bonnes pratiques pour que eux puissent ensuite derrière passer ce message à leurs clients et de savoir avec quels acteurs est-ce qu'ils peuvent travailler, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire aussi, parce que c'est parfois pas clair. Le cadre réglementaire est encore en train de se construire et d'évoluer. Donc c'est tous ces points-là finalement qu'on aborde dans ce dossier. Parce que comment concrètement un conseiller en gestion de patrimoine, alors bon, de toute façon il y a le rapport pour ceux qui s'intéressent à aller le lire. Malheureusement on n'aura pas le temps de lire tout le rapport là dans l'émission parce qu'on voit qu'il est bien fourni. Mais concrètement comment ça marche? C'est-à-dire que un CGP va recommander les services d'un PSAN par exemple à ses clients. Comment ça va se passer? Ou alors il va y avoir un mandat de gestion aussi dans certaines plateformes, notamment Meria le fait. Comment ça va marcher? C'est ça, oui, exactement. En fait, on avait les premiers CGP qui nous ont approchés, c'est vrai que c'était ceux qui étaient déjà convaincus finalement par la technologie et son pouvoir disruptif justement dans une stratégie patrimoniale. Donc eux souhaitaient apporter du conseil à leurs clients. Le régulateur est aussi passé par là en disant voilà, il faut aujourd'hui le cadre dit qu'on peut faire du conseil sur les cryptoactifs, enfin les CIF ont le droit de faire du conseil sur les cryptoactifs, mais on se rend compte que dans 90% des cas finalement ils sont surtout à la recherche d'un PSAN, donc celui qui est enregistré auprès de l'AMF et qui a le pouvoir finalement de faire de la conservation pour compte de tiers, de la gestion pour compte de tiers, etc. Et donc, eux, ce qu'ils vont finalement chercher aujourd'hui, les CGP, c'est les acteurs avec lesquels ils peuvent travailler et ensuite de réunir un panel d'acteurs qui leur paraît sérieux, qui répond aux objectifs de leurs clients. Ensuite, en fonction des offres qu'il y a, tel ou tel acteur correspondra aux objectifs du client. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose une offre qui est vraiment complète et destinée à ces acteurs-là. Donc, un mandat de gestion basé sur différentes stratégies, justement, avec une approche plus ou moins importante du marché des cryptoactifs, en tout cas plus ou moins risquée, en fonction du degré de risque que le client souhaite prendre. Et puis, on ne cesse de faire évoluer, finalement, ces types de gestion, tant vers de la gestion personnalisée, etc., ou de la gestion thématique. Après, vous vous adaptez en fonction de chaque cas particulier. On a une étude qu'on a déjà citée ici plusieurs fois, dernière étude de l'ADAN, en partenariat avec KPMG et l'Ipsos, qui nous dit qu'en mars 2024, en tout cas, il y avait 12% des Français qui détenaient des actifs numériques, soit 28% de plus que l'an dernier. Est-ce que vous avez une évolution du même ordre au niveau des CGP? Est-ce que là, quand on prend les 3 dernières années, disons, comment a évolué un petit peu la demande des CGP en la matière? Alors la demande après le dernier bull run fin 2021 depuis le début du bear market a été relativement calme puisque ce qu'on remarque quand même c'est que les CGP s'y intéressent lorsqu'ils sont poussés par leurs clients pour justement intégrer ces classes d'actifs à leur portefeuille.
On a néanmoins, nous, profité de cette période-là pour construire un maximum, justement, faire évoluer nos offres et aussi nos outils pour qu'ils puissent être adressés à ces acteurs-là. Et c'est vraiment depuis le Q3, enfin le troisième trimestre 2023, qu'on constate un véritable retour en force des CGP. Ça a suivi les cours, en fait, finalement. Ça a suivi les cours, exactement. Il y avait déjà une croissance à ce moment-là, mais il y avait ceux qui étaient déjà convaincus, donc qui s'étaient déjà enregistrés chez nous, qui avaient laissé le sujet un petit peu de côté en se disant je vais attendre un retour à la normale avant de faire rentrer mes clients. Et c'est à ce moment-là où ils ont décidé de passer à l'action. Donc on a vu les premiers clients, enfin pas les premiers clients, parce que finalement notre offre a un peu plus d'un an aujourd'hui, un an et demi, pardon. Et donc c'était aussi ce qu'ils avaient besoin, c'était d'avoir du track record. On n'avait pas encore suffisamment de data avant, suffisamment de recul, ce qu'on a aujourd'hui, et ce qui est assez parlant d'ailleurs. Et donc ça leur convient. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, depuis le troisième trimestre, on a vraiment... Donc les premiers sont revenus progressivement ou sont arrivés tout simplement avec l'évolution des cours. Et est-ce que le fait, voilà, par exemple l'approbation des ETF Bitcoin Spot en janvier aux États-Unis, ou encore là les Ethereum Spot la semaine dernière, est-ce que ça en a fait venir des conseillers financiers supplémentaires? Ça en a fait venir des nouveaux, oui, ce serait faux de pas le dire, mais encore une fois, surtout par l'impulsion de leurs clients, parce que c'est une ça part des clients, c'est-à-dire que c'est les clients qui demandent à leurs conseillers, c'est pas les conseillers eux-mêmes qui prennent forcément l'initiative d'y aller? Ça dépend un petit peu de différents facteurs, notamment généralement enfin voilà, si le CGP est plutôt jeune et qu'il s'intéresse aux nouvelles technologies, alors c'est un peu bête de dire ça, mais généralement lui va pousser parce qu'il suit cette actualité. Oui, en général, c'est des plus jeunes. Celui qui ne suit pas. On a à la fois des plus jeunes qui eux sont en train de se construire une clientèle et qui ont la crypto-monnaie comme appel d'offres quelque part pour aller capter justement des profils plus jeunes. Et puis on en a d'autres qui sont déjà en activité depuis un certain temps, qui ont vu tous les produits de la finance traditionnelle passer et qui doivent surtout continuer de se former sur ces produits-là. Donc intégrer un nouvel actif qui va excessivement vite, qui est très complet. Donc c'est souvent assez compliqué à interpréter pour eux et à intégrer. Donc c'est pour ça que nous on les aide au maximum au travers de ce livret, mais aussi au travers d'une formation qu'on a coproduite avec un acteur traditionnel justement, donc qui est une formation qui est certifiante. Donc dans leur process justement de devoir se former en permanence sur les produits qu'ils proposent. Donc oui, on a vu effectivement suite aux ETF sur Bitcoin et là encore avec l'approbation des ETF Ether qu'on a une demande qui pousse à ce moment-là, même si aujourd'hui c'est plus calme parce qu'on est en pleine période fiscale pour les CGP et donc ils sont un peu moins actifs sur la partie vente. C'est intéressant parce que la philosophie première de la crypto, c'est un peu de détenir soi-même ses actifs. Il se trouve que la démocratisation qui est en cours, en tout cas ces derniers mois à l'échelle internationale, montre que ça passe notamment par l'approbation d'ETF. Effectivement, les ETF, quand on achète ces ETF-là en tant que client ou investisseur, on ne détient pas directement ces fonds soi-même. Voilà, c'est la société de gestion qui les détient. Charles, vous, par exemple, quand vous voyez ça et que vous sortez justement des produits pour pouvoir détenir soi-même ces cryptoactifs, est-ce que vous vous dites, oula, j'ai peur un peu de cette démocratisation parce que finalement, on va plus passer par nos produits et cette philosophie première des cryptos qui est de détenir soi-même ses actifs va disparaître? Ou alors vous dites non, mais au contraire, ça met un coup de projecteur sur cette industrie et finalement les gens vont comprendre et vont avoir envie eux-mêmes derrière de détenir leurs actifs? Effectivement, la révolution de la blockchain, elle est vraiment intéressante si on fait de la self-custody, si on fait de l'autogarde, si on est vraiment possesseur de ces cryptos. Et ça, c'est possible seulement si on détient ces clés. Et nous, ce qu'on vend justement, c'est des produits qui permettent de le faire de manière sécurisée. Lorsqu'on a du Bitcoin dans un ETF ou dans un produit financier, je sais pas, sur Revolut par exemple, on est exposé à la valeur du Bitcoin. On ne détient pas des Bitcoins. Et en fait, c'est une très grosse différence. Et dans nos pays occidentaux, en fait, on voit pas trop la différence puisque nos systèmes bancaires et nos gouvernements sont on leur fait plutôt confiance. Mais il y a plein d'autres pays où c'est pas le cas et pour lesquels avoir de la valeur des cryptos qui sont incensurables et donc que personne peut nous voler, enfin personne ne peut nous ponctionner, c'est un vrai atout pour ces populations. Charles, Édouard Béliard, est-ce qu'il y a des CGP, des conseillers financiers qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, nous on est intéressés par la self-custody et qui vous parlent par exemple de produits comme FayLedger, qui vous disent voilà, nous finalement on est intéressés par ces solutions-là, on ne veut pas forcément passer par une plateforme centralisée, on aimerait posséder nous-mêmes nos fonds, en tout cas voilà, les fonds de nos clients et les gérer nous-mêmes?
C'est très bien. Ou alors c'est plus une étape. Ou alors est-ce que c'est plus une étape qui arrivera encore après? Là finalement on passe plus par des plateformes et on s'intéresse pas à la self-custody finalement. On en a qui nous font de la demande et ça nous vient surtout de la part des family office parce qu'on est sur des montants qui sont généralement beaucoup plus importants en termes d'investissement. Et donc il y a cette notion de conserver l'intégralité des placements des clients en une seule et même structure, et donc il y a cette volonté finalement de pouvoir gérer les clés privées soi-même. Mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'il faut être PSAN pour pouvoir faire ça. Et donc, s'ils veulent pouvoir le faire en propre, il faut qu'ils aient l'agrément qui va être obligatoire d'ici janvier 2025. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les solutions de custody sont priorisées. Après, c'est vrai que voilà, il faut faire confiance aux différents acteurs qui sont pour la plupart assez jeunes encore dans cet écosystème. Mais voilà, la confiance est plutôt instaurée aujourd'hui. Nous, on fait partie des acteurs de premier plan, entre autres, parce qu'il y en a aussi beaucoup d'autres qui fonctionnent très bien en France aujourd'hui. Et donc, non, on n'a pas trop ce problème-là. Surtout, on se rend compte surtout que quand même les clients veulent... Enfin, les investisseurs veulent pouvoir accéder aux cryptoactifs, mais ils ne veulent pas forcément s'en occuper. La détention, le fait de passer ses ordres soi-même, ça reste compliqué, même si nous on propose les deux, parce qu'on fait de la délégation aussi et avec Ledger, donc c'est des sujets qu'on maîtrise. On propose toute la gamme finalement à nos investisseurs, mais côté finance traditionnelle, ils aiment bien que ce soit délégué, ils aiment bien qu'il y ait un vrai conseiller en face et qu'on leur apporte toutes ces informations et qu'on gère pour eux. Et bien justement, voilà, si vous êtes conseiller financier, n'hésitez pas à aller consulter du coup le rapport, le dossier qu'a coécrit notamment Meria, Hawkinvest et d'autres acteurs de la gestion de patrimoine. Merci d'avoir été avec nous. Édouard Belliard, responsable donc du développement et de la distribution chez Meria. Merci. Charles Guillemet, voilà, CTO chez Ledger, avec ce nouveau produit Ledger Stacks qui est sorti officiellement aujourd'hui, qui est disponible à la commande là encore. Si aujourd'hui, on commence à livrer les gens qui ont commandé il y a un an. Et on va réouvrir les commandes dans le courant de l'été à Bitcoin Nashville avec des nouvelles annonces. C'est noté. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, si vous voulez le commander, ce sera dans quelques semaines. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.